Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Mardi 19 mars 2024, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Le président Évariste Ndayishimiye a récemment déclaré que derrière les problèmes économiques que traverse le pays se trouve celui qu'il appelle le colonisateur, des propos qu'il a prononcés ce samedi lors de la fête dédiée aux femmes membres du parti CNDD-FDD. La rédaction de la RTA a choisi de vous décortiquer son discours. Vous allez l'entendre au début de ce journal. Et la Susumo se dirige vers sa faillite à une allure inquiétante, indiquent certains employés de cette société étatique qui expliquent que même la campagne qui débute par le sarclage par herbicide risque de ne pas se réaliser cette année. Dans ce journal également, nous allons revenir sur le mémorandum du Sénarède sorti le mois dernier, dans lequel il accuse les institutions de défense et de sécurité d'être responsables de violations commises à l'endroit des opposants politiques et des membres de la société civile et de l'insécurité dans le pays. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir. Gouvernance pour commencer, le responsable du marasme économique que connaît le Burundi est désormais connu. Il s'agit bel et bien du colonisateur, c'est du moins la révélation faite ce samedi par le numéro 1 burundais lors de la fête dédiée aux femmes du parti de l'Aigle. Et Évariste Ndayishimiye de faire savoir que l'élevage des lapins est l'un des meilleurs remèdes pour sortir le pays de son gouffre. Josiane Moudaneza a décortiqué pour nous le discours de circonstances sans reportage. Pour corriger ces erreurs, il faut d'abord les reconnaître afin d'essayer d'y remédier. Mais au Burundi, c'est loin d'être le cas, car il y a toujours quelqu'un à qui on fait porter le chapeau. En effet, le bouc émissaire favori est le colon, et ce, malgré que le pays est indépendant depuis plus de 60 ans. Le premier obstacle à notre développement fut la colonisation. En effet, nous avons été gouvernés par un roi qui ne connaissait rien de nos coutumes et traditions. On était un peuple forgeron, cultivateurs et éleveurs. On produisait nous-mêmes les roues qu'on utilisait, les haches et les serpents, etc. Et petit à petit, il nous a contraints à abandonner tout ça afin de n'utiliser que les outils venus d'Europe. C'est là qu'a commencé notre chute. Le numéro 1 burundais a continué à égrener son chapelet, expliquant toutes les astuces que le même colon continue d'utiliser pour montrer que le Burundi connaît une situation chaotique sans précédent, alors qu'il n'en est rien. Et Évariste Ndayishimiye de proclamer que le franc burundais ne s'est jamais porté aussi bien qu'aujourd'hui. Il nous a appris à apprécier les produits de son pays au détriment de nos propres produits. Tout ça dans l'optique de mesurer notre richesse au dollar, juste pour nous distraire et nous empêcher de nous mettre à l'œuvre. Moi je vous le dis, la seule monnaie qui importe et qui a de la valeur, c'est notre franc burundais. Comme la pilule ne semblait pas passer chez certains membres qui étaient présents, le président a utilisé un vocable plus facile à comprendre pour expliquer cette suprématie du franc burundais par rapport au dollar américain. J'ai eu le temps de l'expliquer aux habitants de Nyabihanga. Moi, j'ai été témoin de ça. Un avocat aux États-Unis coûte $5. Ici, à Nyabihanga, il revient à 100 francs burundais. Alors, par transitivité, je peux déduire que $5 américains valent 100 francs burundais. Que voulez-vous savoir d'autre? Un Américain a le même standard de vie que vous, vu que vous êtes tous à mesure de consommer des avocats. Lors de ces activités, le président Ndayishimiye en a profité pour rassurer les Burundais comme quoi l'avenir est bien meilleur qu'on le croit et de les assurer que dans un avenir très proche, chaque Murundi aura son propre business à gérer. Au rythme où vont les choses, je peux vous certifier qu'on est en voie de développement.
Je vous avertis d'ailleurs de vous y préparer car il n'y aura bientôt plus de domestiques, car chacun sera occupé à faire marcher son business. Vous n'aurez même plus recours au vélo-taxi. Mais d'où vient alors cette confiance? Y aurait-il des projets gardés secrets par le pouvoir en place? Qu'à cela ne tienne, le numéro 1 burundais a révélé un de ses projets salvateurs. J'ai beaucoup réfléchi sur le projet d'un lapin pour chaque famille. Supposons que tout le monde fait sien son projet. On sera tellement débordé qu'il ne nous restera qu'à trouver un marché extérieur afin d'écouler tous les lapins, vu qu'il n'y aura pas de marché local, étant donné que tout le monde aura ses propres lapins. Alors, si l'on tient compte de la population burundaise qui est de 12 millions et que chacun arrive à vendre un lapin par jour, cela veut dire que journalièrement, on sera capable d'écouler 12 millions de lapins. Imaginez alors le nombre de tonnes de viande que cela représente et autant d'argent que ça va générer. Ça veut dire qu'on pourra construire au moins une route goudronnée de plus de 50 km de long par jour, et cela grâce uniquement aux lapins. C'est pour cela que je suis très confiant et que j'ai la certitude que le Burundi pourra bientôt vivre sans l'aide extérieure, mais pourra assister à son tour les autres nations, car on aura des caisses tellement garnies jusqu'à ne savoir quoi faire de tout ce qu'on aura amassé. Sur la toile, bon nombre de Burundais semblent perplexes et ne comprennent pas comment le salut du Burundi viendra des lapins. À ceux-là qui doutent encore de la faisabilité de ce projet, le président Ndayishimiye les tranquillise. En effet, selon le numéro 1 burundais, tout ce qui arrive aujourd'hui leur avait été révélé bien avant que le CNDD-FDD ne devienne un parti politique. J'ai pris un peu de recul et je me suis souvenu de l'origine d'Ino Umukenyerarugamba. Je me suis alors rendu compte que c'était une révélation divine extraordinaire, parce que le combat de libérer le pays ou celui pour le développement, c'est une lutte sans fin. Ceci pour vous dire que le nom de Bakenyerarugamba nous a été révélé en signe de prémonition d'un avenir certain et prospère pour notre peuple. C'est pour cela que je me réjouis que vous, les Bakenyerarugamba, avez été les premières à répondre positivement à cet appel. Merci à toi, Josiane. Monzaneza et le président Évariste Ndayishimiye ne cessent jamais de véhiculer dans ses dires de l'aspect de la corruption et de détournement de fonds publics. Toutefois, le président de la République s'adresse chaque fois aux fonctionnaires ordinaires des institutions de l'État, mais les gros poissons qui détournent des sommes colossales en milliards de francs burundais ou encore en devises ne sont jamais localisés par les discours d'Évariste Ndayishimiye. Suivez le chef de l'État qui s'adressait aux commissaires et officiers de la police judiciaire. Il est strictement interdit à un policier d'être corrompu. Nous l'avons déjà constaté et il est vrai qu'il existe des malfaiteurs qui admirent un policier corruptible puisqu'il facilite dans les infractions. Ainsi, un policier corruptible nous trahit pour couvrir un malfaiteur. Je félicite les officiers qui commencent à décourager la corruption. J'ai trop apprécié un officier de la police judiciaire qui a perdu de la corruption et il a pris cet argent pour alimenter les caisses de l'État. Si vous pérennisiez cette pratique, les corruptibles pourraient être accablés. Moi, je considère l'argent de la corruption comme sans utilité. Je sais pourquoi il faut collecter tout ce fric au compte de l'État pour en construire les écoles, acheter les bas pupitres et construire les routes. Raison pour laquelle d'ailleurs il faut surveiller ceux qui détournent les fonds publics, que ce dernier réalise au moins combien de bas pupitres il s'accapare. Il vole en même temps le livre d'un élève, et cet élève pourrait devenir président de la République ou encore médecin. Qu'il sache que celui qui détourne les fonds de l'État, qui le pays et le corruptible l'aide la population. La corruption n'est jamais estimable, d'où il faut sans cesse la contester.
Et entre-temps, la coalition burundaise des défenseurs des droits des réfugiés, CBDH-Vicar, s'insurge contre les propos du président de la République, Évariste Ndayishimiye, à travers lesquels il se moque des réfugiés burundais, particulièrement ceux se trouvant au Rwanda. Réaction de Léopold Shalangabo, vice-président de cette coalition, après les propos prononcés par le chef de l'État lors de la célébration de la journée dédiée aux femmes membres du parti CNDD-FDD. Léopold Shalangabo demande au président de la République de remédier aux problèmes qui hantent le pays, ce qui selon lui encouragerait les réfugiés à regagner leur patrie. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps de réfugiés d'H-Vicar en Cypre a récemment publié une déclaration dans laquelle nous exprimons principalement nos préoccupations et des critiques à l'égard des discours tenus par le président Ndayishimiye, les discours qui s'en prennent souvent aux réfugiés burundais et plus particulièrement ceux qui se trouvent au Rwanda. Nous estimons qu'en sa qualité de chef d'État, il se doit d'incarner la figure paternelle pour l'ensemble de ses citoyens, y compris les réfugiés. Il est donc particulièrement regrettable d'observer l'usage d'un langage écrivant et moqueur empreint de persécution qui a engendré des sentiments de haine envers ceux qui ont été contraints de fuir le pays pour échapper aux persécutions et assassinats. Cette attitude de dérision, malheureusement, ne se limite pas aux seuls Burundais qui sont en exil, mais également constatée parmi ceux qui restent au pays. Il est surprenant d'entendre les dirigeants d'un des pays les plus pauvres du monde, un pays qui viole le droit de l'homme de façon flagrante, affirme que les Burundais vivant au pays jouissent d'une existence heureuse et prospère. Or, la réalité quotidienne des Burundais contredit ces affirmations. Depuis son existence en 2020, les réfugiés burundais avaient placé espoir en une amélioration de la situation, ce qui a encouragé certains à retourner. Néanmoins, plusieurs parmi ceux qui sont rentrés ont été confrontés à des assassinats, des enlèvements, ou bien d'offrir de nouveau face à la persécution. Pour ces raisons, la CBDH-Vicar exhorte le président Ndayishimiye à cesser de rejeter les responsabilités sur autrui pour des problèmes qu'il est en devoir de résoudre en assurant ainsi la sécurité et protection pour tous ses citoyens. Nous demandons également à la communauté internationale de se réveiller attentivement la situation et les déclarations du président Ndayishimiye qui dissimule une animosité envers les Burundais ayant fui les répressions du gouvernement. Poursuivons ce journal par la page Droits de l'homme. L'enseignant Melchior Ndikumana de la zone Ndava, commune Buganda en province Chibitoke, qui a été enlevé par des militaires à son domicile la nuit de dimanche dernier, est détenu par les services de renseignement militaire à l'état-major général de l'armée en mairie de Bujumbura. Selon certaines informations, il serait accusé de recruter des rebelles, une accusation contestée par certains proches de sa famille qui les prennent comme des accusations non fondées dans le seul but de lui faire du mal. Et concernant les différentes violations des droits humains, le service national de renseignement est considéré comme un instrument de répression de l'opposition politique et civile par le Sénarède. Dans son mémorandum de février dernier, en plus de l'armée et de la police, cette coalition de l'opposition parle du service national de renseignement et de la milice Imbonerakure comme responsable de l'insécurité dans le pays. Emile Nivasumba nous en dit plus. Il n'est ni spécialisé ni professionnel selon le Sénarède. Le service national de renseignement est un instrument de répression à l'encontre de l'opposition politique et civile, indique cette coalition de l'opposition dans son mémorandum de février dernier. Le Sénarède évoque d'autres caractéristiques de la documentation. C'est un instrument d'exécution et de couverture pour des crimes politiques et économiques, un outil de propagande et de désinformation de l'opinion publique, un canal pour la transmission de messages malveillants non officiellement assumés. Le Sénarède qualifie le SNR de service constitué d'agents conditionnés pour commettre
commettre diverses formes de crimes en toute impunité. En ce qui concerne les Imbonerakure, ils sont chargés de missions de répression jusqu'à la base, conformément aux directives des responsables du SNR selon la coalition politique. Le Sénared parle de l'usage de pouvoir extra-constitutionnel démesuré qui donne à ces Imbonerakure la capacité d'arrêter, juger, emprisonner et tuer. Cette milice a également la capacité de percevoir des amendes et des taxes sans base légale, la réalisation des patrouilles en lieu et place de la police et de l'armée, ajoute le Sénared, qui indique aussi que les Imbonerakure utilisent le viol comme arme de répression et d'intimidation. Selon le Sénared, ces Imbonerakure bénéficient également de certains avantages offerts par le régime du CNDD-FDD. Emile Niwasumba et Nestor Gilukwishaka a été reconnu officiellement par le ministre de l'Intérieur qu'il est actuellement le président et représentant légal du parti CNL. Dans sa correspondance sortie ce lundi 18 mars 2024, le ministre Martin Nitelete a indiqué avoir pris acte du rapport du congrès extraordinaire tenu en province d'Ongodi par certains dissidents du parti CNL en date du 10 mars 2024. Entre-temps, des observateurs avisés relient la situation actuelle du parti CNL aux propos récemment prononcés par le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, Révérien Dikouliyo, pour accuser le parti au pouvoir d'être derrière les problèmes du parti CNL. Suivant plutôt Révérien Dikouliyo, il est le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Votre frère Agathon Rwasa, je lui ai dit 2 fois, si notre lutte a été aussi ta lutte, si ce que le CNDD-FDD a lutté pour a été aussi ta lutte, viens dans le parti CNDD-FDD ou bien deviens un ami du parti. Demande-le lui. Je lui ai dit à l'hémicycle de Kigobe quand j'étais président du Sénat et que lui était vice-président de l'Assemblée nationale. Je lui ai encore répété quand nous étions au Nigeria à Abuja. Je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles de ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que si les raisons de la lutte du CNDD-FDD sont aussi les tiennes, adhère au parti ou bien deviens un sympathisant du parti. Il ne m'a rien répondu. Alors, je lui ai dit, je ne suis pas pressé. Avant de dire quelque chose, je dois d'abord y réfléchir longtemps. Quand viendra pour toi le moment d'y réfléchir, ce sera déjà trop tard. Bienvenue. Uzongera kuvyiyumvira bitakigira inguvu. Karibu. Actualité économique à présent, la descente aux enfers s'accélère à la société sucrière du Mosso, ce FUMO en sigle, à seulement un jour de l'habituelle date limite de sarclage par herbicide. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Pire encore, les chaudières destinées à produire de l'énergie qui sert pour la campagne de production du sucre sont en panne à 1 mois seulement du début de la campagne. Plus de précisions avec Elvis Niomongere. Le 15 mars de chaque année, l'usine de production de sucre Sosomo clôture la période de sarclage. Cette période qui commence avec le mois d'octobre l'année dernière peut des fois se prolonger jusqu'au 20 mars. À Sosomo, le sarclage se fait à la main, mais aussi à l'aide des herbicides. Cependant, cette année culturelle, ce produit n'a pas été disponibilisé. Selon certains travailleurs de la Sosomo, cela impacte sur la saveur des cannes à sucre et donc sur la production. Les machines chaudières constituent un autre élément qui fait monter la tension des travailleurs de cette usine, la Sosomo. Ces machines qui produisent l'énergie utilisée durant toute la période de la campagne sont zéro nos sources en panne depuis la dernière campagne. Les techniciens qui se chargent de la réparation auraient refusé de revenir parce qu'ils ne seraient pas bien payés. C'est alors que, pendant la campagne, l'énergie utilisée par le Sosomo, le lot de la campagne est produite par les chaudières. Cette situation inquiète les travailleurs de cette usine qui pensent que la campagne n'aura pas lieu. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Aloïse Ndaikengurukiye, administrateur directeur général de la Sosomo.
Merci à toi Elvis Niamongere. Et la nouvelle société publique chargée de l'importation et commercialisation des produits pétroliers, la SOPEBU, devrait travailler en séparant les deux missions lui attribuées de supervision et de gestion, une action qui permettrait de réussir à apporter une valeur ajoutée au pays. D'après l'analyse du président de l'ONG Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, par en sigle, Faustin Ndikumana indique que le personnel de cette société devrait être expérimenté et éviter des nominations sur base des appartenances politiques. C'est une entreprise publique avec 14 missions. Pour analyser ces missions, on voit déjà qu'il y a une confusion entre les missions de supervision, les missions de régulation et les missions de gestion quotidienne. Quand il y a une telle confusion dans l'organisation de la gestion d'un secteur, même fois, il n'y a pas de contrôle de gestion quotidienne, il y a un risque de ne pas aboutir aux résultats concrets et à partir d'une gestion efficace et efficiente. Et le gouvernement devait alors concevoir un plan de mitigation des risques que Parthen veut évoquer pour alerter le gouvernement afin de prendre des mesures proactives et liées à son plan de mitigation. Il y a d'abord, quand il y a une société publique, c'est son monopole. Maintenant, on expose aussi la gestion et l'importation des produits pétroliers à un monopole d'une société publique nouvelle, avec des missions vraiment élargies qui ne différencient pas la régulation, mission pratique du gouvernement, et la gestion du secteur d'importation, qui est une mission classique du secteur privé. Et est-ce que cette nouvelle société, il faut analyser l'expertise de la société, elle est nouvelle, est-ce qu'elle a vraiment des ressources humaines compétentes, bien outillées pour s'acquitter de cette mission. D'abord au niveau des cadres de direction, au niveau des cadres d'appui, au niveau des agents. Parce que une telle société exige vraiment de l'expertise, la maîtrise du secteur. Mais il y a risque que cette nouvelle société soit interprétée comme une occasion de pouvoir de nouvelles nominations de postes politiques pour rémunérer et pour intéresser les gens qui ont plus milité ou quoi. Et vous savez, la mentalité actuelle au niveau de la nomination des cadres dans les postes de responsabilité. À ce niveau, alors, il y aura risque de politiser la nomination de ces cadres, de ces agents, ce qui va vraiment altérer la capacité de l'entreprise. Le président de la PASTEM indique également que le phénomène de la corruption devrait être banni au sein de cette société. À cela, un système de surveillance des devises à la disposition de la société SOPEBU devrait également être mis en place pour éviter tout détournement. Écoutons encore une fois Faustin Ndikumana, il est le président de la PASTEM. Aussi, la nouvelle société a-t-il vraiment une logistique nécessaire, capable de s'acheter de cette mission? Des camions, l'entretien des camions, les stations, stockage, quoi? Est-ce que vraiment la logistique, elle est là? Par le capital est 120 milliards. Est-il vraiment un capital financier ou un capital technique libéré à partir vraiment d'une logistique déjà disponible? Est-ce qu'on va offrir d'abord aux achats de toutes ces matières de transport ou quoi? Des questions encore qui nécessitent une clarification. Aussi au niveau de la gestion, est-ce que la gestion sera vraiment professionnelle ou une gestion politique et qui permet une intervention toujours intempestive de certains mandataires publics, de ce cadre politique pour influencer la gestion de la nouvelle société. Aussi le gouvernement doit s'assurer de disponibiliser les devises à temps. C'est une nouvelle société, moins que de l'extérieur, qui doit vraiment s'arranger, faire tout à ce que c'est possible pour disponibiliser les devises afin de payer à temps les fournisseurs des produits pétroliers. Et normalement, pour Parthen, la meilleure solution idéale, c'est de créer cette société, mais qui se limiterait sur des missions de superviser de régulation et pour intéresser les privés, les acteurs privés à s'intéresser dans le secteur. Et il faut donc que les privés aussi, dans une sorte de concurrence, une sorte d'oligopole, 3-4 opérateurs qui pourraient s'intéresser dans le secteur. Et encore, il faut analyser si le gouvernement engage un capital de 120 milliards
c'est une ponction des fonds conséquents au niveau du trésor public. Si les 120 milliards ne parviennent pas à créer une valeur ajoutée à partir de la mission de cette société, il y aura double perte. L'argent engagé et alors qu'il n'y a pas de résultat concret. Vous saurez que la loi portant création de la SOFEBU a été décrétée en date du 20 février de cette année. Et dernière nouvelle de cette actualité, le débordement des eaux du lac Tanganyika atteint un niveau inquiétant et menace des activités exercées sur les bords de ce lac. Si rien ne change, le port de Bujumbura risque de suspendre toutes ses activités à cause de cette montée des eaux du lac Tanganyika, indiquent des employés de ce port. Le point avec Dani Claire, il a trouvé. Ce ne plus un secret, les eaux du lac Tanganyika ne cessent de monter vers le port de Bujumbura. Selon certains employés du dit port, actuellement ils sont en train de vider la plupart des hangars de ce port et déplacer leurs stocks dans d'autres endroits, car ces hangars sont déjà inondés par les eaux. Il y a une partie où se trouvent nos magasins généraux. L'eau a atteint cette partie de façon claire, au point que tu peux voir l'eau même dans les murs. Actuellement, ces magasins et ces hangars qui les constituent ne sont plus utilisés. Pour le moment, on est en train de déplacer tout le matériel qui était dans ces magasins. Beaucoup de ces matériaux sont constitués par les objets de l'OBR. C'est pareil pour nous, les employés du port. Nous sommes tous en train de déplacer nos objets suite à cette montée d'eau du lac Tanganyika. Le personnel du port fait savoir qu'une fois sur place, tu constateras déjà que c'est terrifiant. Pire encore, même les fils conducteurs du courant électrique et du dit port sont tellement menacés par cette eau, ce qui peut provoquer de sérieux problèmes dans les jours à venir si rien n'est fait dans l'immédiat. Une situation qui n'épargnait pas du tout même le camp militaire appelé Marine de ce port, au point que pour le moment, ils n'ont même pas d'espace où peut débarquer leurs bateaux. Quand je me courbe un peu, je peux toucher l'eau du lac avec mon doigt. En plus, vous savez qu'on utilise les boîtes pour le courant électrique. Donc, si on ne déplace pas ces boîtes vers l'eau, dans quelques jours, l'eau va aussi atteindre ces boîtes et ça pourra causer d'énormes dégâts au point que le port va fermer définitivement. Pire encore, c'est dans le cas des militaires se trouvant tout près du port où l'eau y a débordé au point qu'ils ne peuvent pas trouver où accoster les bateaux. L'eau a tellement monté. Le plus choquant pour le personnel du port, c'est que jusqu'à présent, le gouvernement ne fait rien pour freiner cette eau, ni pour protéger ce port de Bujumbura. Un comportement qui risque de causer d'énormes pertes si le gouvernement ne réagit pas à temps. La RPA n'a pas pu joindre la direction générale du port de Bujumbura pour s'exprimer par rapport à cette montée des eaux du lac Tanganyika. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Dani Claire Ilatunva que nous mettons un point final à ce journal de ce 19 mars 2024. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite une agréable soirée.